bienvenue à la médiathèque Marcel Pagnol et bienvenue à Place aux Compagnies. Voilà, juste quelques phrases sur Place aux Compagnies. Donc c'est un dispositif de soutien à la production en région, dans le spectacle vivant, et là notamment en l'occurrence le théâtre, mais il y a eu de la danse, il y a de la musique. Et voilà, donc ça se passe, le projet est né d'une discussion, d'une réflexion de 10 ans, on va dire, entre les scènes d'Aubagne, le théâtre Comédia, la Feu, la MJC, l'Escale, la distillerie et la médiathèque Marcel Pagnol sur l'accompagnement, le parcours des artistes sur les territoires régionaux. Voilà, et est né ce projet Place aux Compagnies, de cette réflexion-là. Et voilà, c'est la 4e édition, et donc avec ces mêmes partenaires. C'est quelque chose, un dispositif qui est voué un peu à se répandre dès l'année prochaine sur l'ensemble de la région, entre Nice, Avignon, Marseille et Aix. Voilà, c'est un vrai soutien de production, c'est-à-dire que les compagnies reçoivent une petite enveloppe. C'est un début de production, on va dire. Donc un soutien, une petite enveloppe, alors suivant si ce sont des lectures, des résidences avec des sorties de résidence, notamment à la distillerie, les lectures c'est à la médiathèque, et des premières de création qui se passent au théâtre Comédia. Voilà, donc il y a tout un programme, je vous invite à lire le programme, quoi, et c'est là on commence avec une lecture, et toute la semaine prochaine il va y avoir, entre la distillerie et le Comédia, des sorties de résidence à la distillerie et des premières de création ou déjà un petit peu diffusées au théâtre du Comédia. Voilà, je vais laisser place à la lecture. Il y a Nicolas, je pense qu'il va vous dire 2 mots sur la lecture que vous allez entendre. Et oui, c'est entrée libre de partout, ce qui est formidable. Voilà, aucun élitisme. Merci, bonne lecture. Bonsoir tout le monde, je ne vais pas être long. Juste pour dire que nous sommes la compagnie Espéros, que ce soir, cette fin d'après-midi, ça va être une lecture musicale de à peu près 35 minutes avec Louise Desmulliers et Vincent Fruleux. Moi, je suis Nicolas Rochette, je serai à la technique et j'ai fait la mise en scène de cette petite lecture. C'est la première fois qu'on montre ce travail en public. On est à la distillerie en répète depuis lundi. C'est un texte de l'auteur principal de la compagnie qui s'appelle Étienne Delphini Michel. Voilà, et vous allez être les premiers à voir ce travail en cours ce soir. Et on sera friand de vos retours après la lecture. Je vous demanderai juste d'éteindre vos téléphones si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne lecture. Merci à tous. Merci. Le dieu de la fête. Zéro. Nation. Dieu, Dieu, Dieu. Dieu de la parole. Ici, je t'invoque. Peuple de France, fils de notre nation, étranger, penseur, toi, mon frère, devant moi, aide-nous. Dis-moi
père tous les jours. Où va mon frère? Et comment il a pu se détruire à ce point-là? Dis-moi, que fait la loi, que fait l'entraide? Pourquoi sa volonté est-elle si faible? Je nous offre en pâture à ses yeux qui ricanent là, dans le noir. Toi, monstre antique, tu sauras. Peuple de France, nation, compatriotes, frères égaux en droit, membres de l'État de droit soumis au suffrage universel, Marseillais, Marseillaises. Tony est mort. Vive Tony. Je viens chercher une réponse. Je veux comprendre cet écart entre la carte postale que nous avons devant les yeux et le suicide de mon pote. Je veux savoir, nation, pourquoi Tony ne s'est pas rangé bien gentiment comme toi. Je veux savoir pourquoi Tony était immunisé contre la poudre aux yeux. Je veux savoir pourquoi nos dirigeants ont laissé crever Tony. Je resterai là jusqu'à ce qu'un président ou un autre vienne et me dise clairement ce qui s'est exactement passé. Puisque les caméras sont partout, puisque la justice, la psychanalyse et l'économie en sont là, il doit y avoir des raisons. Je veux ces raisons. Je veux qu'on me les apporte sur un putain de plateau en argent. Pourquoi tu ne t'es pas soumis comme tout le monde? Nation, nous avons plus de 2000 ans. Et Marseille, n'en parlons pas. Combien de temps encore allons-nous rester sans bouillir et bien sages? Combien de temps encore à se la faire mettre à l'envers par les gens qui sont du bon côté des caméras? Qui peut faire autre chose? Peuple de France, nation, quand serons-nous un peuple de Dieu? Quand serons-nous capables de nous gouverner nous-mêmes? Quand refuserons-nous de suivre les exemples qu'on nous montre? Mise en jambe. Dans la voiture, cette Smart qui a survécu à tout. Une route départementale de campagne, minuit 30, sud de la France, 2018.
On est ghetto, sur la moto, à deux casquets, à salto, on est ghetto, sur la moto, à deux casquets, à salto. En 2006, même avant à bien les regarder, il a commencé par boire ses grandes canettes de bière tiède à 8 h du matin. Amsterdamer, derrière la porte métallique des casiers, Notre-Dame de la Jeunesse, quartier bourgeois de Marseille. Moi, j'étais avec ceux qui mettaient leur uniforme et qui prenaient de la cocaïne dans l'impasse, après avoir franchi le trou dans le grillage. Lui, il jouait au basket, portait des maillots vifs comme des toiles de montgolfière fluo et s'envoyait toute cette bière avant 10 h du matin. Il était très physique, sportif, très sensible. Traficante, on danse comme des brigantes, fais gaffe qui tu fréquentes, avec qui tu vas te canter. Sur la moto, à deux casquets, à salto, on est ghetto. Sur la moto, tout de casquets, à salto. Nous sommes en 2019, 13 années de descente. Le grand down des années 2000, où l'on a cru ce que la Star Academy nous disait. On y a cru dur comme fer. Je parle de Tony. Un peu de moi pour alléger un peu, mais nous sommes des millions. J'avais espéré mourir pour ne pas en connaître plus, mais j'ai vécu. Nous sommes des millions, en France, maintenant. Ce n'est pas que l'histoire d'un échec. L'échec était couru d'avance. Je veux remonter le temps pour comprendre. C'est un peu vicieux. Je suis là simplement pour sauver mon pote, ce qu'il en reste. Je veux te dire son histoire, je veux qu'elle te touche. Sans être un exemple à suivre. Non. Il était gentil, souriant. Ça semble niais, mais c'est ce qui manque le plus à la fin. Je pense qu'aujourd'hui que ce gars est mort, son visage a changé. Il a l'air méchant maintenant. Il a à peine 30 ans. J'ai cru que c'était sa faute très longtemps. De la fainéantise. Un échec normal, comme le mien ou le tien. Rien de plus qu'un autre loser gavé de sites de cul et de télé. C'est bien ce qu'il est. Mais il y a cette détresse en plus. Tony disait qu'un jour on partirait en Californie et tout serait plus simple et tout ça. Tony disait vraiment ça. Il croyait vraiment qu'un jour ça se produirait. J'ai connu ce gars qui croyait si fort en l'évasion. Cet homme a existé. Il est mort en 2018. Il a été façonné par la société globale des années 90 et 2000. C'est quand il a compris qu'il était piégé, ou plutôt qu'il avait toujours été piégé, qu'il s'est foutu en l'air. Ouvrir les yeux, ça l'a tué. Combien d'autres je vais encore voir tomber? Combien de frères je vais encore perdre? Des hommes de valeur pour certains, de puissants idéalistes pour la plupart. Je regarde sur mon téléphone comme si Tony allait m'appeler, comme s'il allait me proposer une virée, une autre virée. Je sentirais alors l'odeur de la marijuana, comme autrefois, quand elle m'anesthésiait le visage et m'engourdissait les doigts. Me manque parfois le temps où mon monde ne se limitait qu'à une rue, qu'à un bahut. J'ai cramé toutes ces années. Tony aussi. Si je devais retourner en arrière, je brûlerais plus encore. Plus de rock'n'roll, plus de masturbation, plus de petits satanismes gentillets et d'idéaux imbéciles. Disons que Tony, lui, a réussi à s'évader. On commet tous des crimes pendant nos jeunes années. On pêche, à n'en plus finir. Ensuite, la justice de la vie rend son verdict et on purge une peine plus ou moins longue. La meilleure partie de la vie, c'est quand on fait caca sur les pare-brises des voitures garées place de la Rotonde. Tony avait faim de quelque chose qu'il ne pouvait pas atteindre. Deux. Ça a vrillé. Une fois sorti du cadre cotonneux et bourgeois de notre petit lycée de campagne, c'est là que ça a vrillé. 2006, Marseille, Aix-en-Provence. En 2006, dimanche n'existait pas.
contrairement au Spartacus. On rentrait de la zone industrielle de camp de campagne, le club fermé à 7 h. On rentrait chez les uns les autres pour l'after. Un dernier extra, fenêtre fermée et lunettes de soleil dans le salon. On s'embrassait, on s'endormait vers 13 h, on se levait à 20 h, un petit apéro gentil, et puis on s'endormait vers 23 h comme des fleurs. Va faire ça en 2019. Évoquer Tony, c'est l'occasion de me souvenir que j'ai de la chance d'être tombé dans ce trou bien français où l'on gagne peu, mais où l'on peut vivre à l'infini. Et c'est aussi l'occasion de me pencher sur l'échec d'un homme, l'échec d'un système, les mensonges des industries. Il y a eu une bagarre dans les Marseillais, il y a eu un clash entre Benjamin et Tony. Et je sais pas qui, ils sont très sympas. Il faut savoir, c'est que Benjamin est en couple avec Camille. Benjamin? La bagarre. Regardez, il y a une bagarre. La bagarre. Vous connaissez Benjamin? Non. Oui. Il est en couple avec Camille. C'est celui qui fait la bagarre. Exactement. Et la bagarre. Et Tony n'est autre que l'ex de Camille. Venu pour la reconquérir. Ah, c'est ça. Donc alors, il est d'ailleurs allé la voir pendant la nuit, et ça n'a pas plu à qui? Benjamin. Sa mère. Ah, du coup, il a fait la bagarre. Tu me connais pas, je te connais pas, mais un conseil frérot, la vie ne refait pas ça parce que je te monte en l'air d'entrée. Déjà frérot, le doigt. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, espèce de fou, espèce de fou? Tu me connais pas? Tu me connais Tu pas? m'as dit tu me connais pas, la vie de ma mère ne fait pas un truc comme ça, je te monte en l'air devant Je tout te le monde. connais, toi? Je te jure, je te monte en l'air devant Je tout te le monde. connais, toi? Tu crois que tu es qui, si espèce de fou? Toi, tu crois que c'est qui? D'où tu vas dans sa chambre à 2h30 du matin? Et alors? Tu me connais pas, je te connais pas, mais un conseil frérot, la vie ne fait pas ça parce que je te monte en l'air d'entrée. Déjà frérot, Tu vas le faire quoi? doigt. Tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire Tu vas faire quoi? quoi, espèce de fou, espèce de fou? Tu me connais pas? Tu me Tu m'as connais dit pas? tu me connais pas, la vie de ma mère ne fait pas un truc comme ça, je te monte en l'air devant tout le monde. Je te connais, toi? Je te jure, je te monte en l'air devant Je tout te le monde. connais, Tu toi? crois que tu es qui, si espèce de fou? Toi, tu crois que c'est D'où tu qui? vas dans sa chambre à 2h30 du matin? Et alors? Sur ma vie, hein. Sur ma billa. Sur ma vie, Sur ma billa. Sur ma billa. Dans cette émission, c'est la seule émission où des mecs s'embrouillent en slip. Et dès qu'il y a une bagarre, ils rappliquent tous parce qu'ils se travaillent que ça va faire le buzz. Là, je vais être montré, ils veulent être à l'antenne, donc ils rappliquent tous. Excusez-moi, mais c'est pas Jean-Pierre Merde. Non, mais sur Des petites infos comme ça. non, mais prenez- 3 phrases, 3 scribes. Tony a gobé tout ça. Moi aussi, bien comme il faut. Mais nous ne sommes pas des victimes. On a cherché à fuir le travail par tous les moyens, comme les gens à la télé. Nous ne voulions pas finir comme nos pères, morts là où ils ont vécu, rompus par le labeur et l'échec. Le rêve, ça aurait été de suffire d'être pour vivre, comme les autres. Comme nous le promettait McDonald's, la Sécu, la Déclaration des droits de l'homme. Venez comme vous êtes. Et après, trop feignant pour poursuivre des études longues, trop imbu de soi pour partir dans les voies de garage, le fond tire au flanc de la bourgeoisie banlieusarde. On partait d'Allo avec Tony, Du logis neuf. ce putain de logis neuf. Quand il a eu le permis vers 2007, il prenait le volant, moi les bouteilles, et on allait le plus loin possible. Une fois, on est allé jusqu'à la presqu'île de Gien. Cassis. On a bu sur les pontons de la marina. La Ciotat. À l'époque où je traînais avec des mecs bizarres. Plus le temps a passé, et moins on partait loin. Les derniers déplacements qu'on faisait, c'était pour aller toucher. J'ai pris mes premières traces de coke avec Tony. On avait 18 ans. J'ai arrêté bien avant lui. Lui, il a été capable de sniffer la veille de sa rhinoplastie. Du coup, l'opération a raté. C'était en 2016, en juillet. Ils lui ont mis des mèches à ballonner dans les narines, des tiges en métal. Il y avait du sang partout. Il avait mal, alors les médecins de l'hôpital Saint-Joseph lui ont prescrit des antidouleurs à base d'opium. Des trucs genre la maline. Il est devenu accro aux opiacés. On faisait les pharmacies de garde jusqu'à des heures indues pour lui trouver ses doses. Je restais dans la voiture, excédé, souvent ivre, priant pour ne jamais finir comme ça. Il est mort, pas moi. 2007, c'était l'époque de la furie. Émulation constante pour savoir qui allait faire la plus grosse connerie. Aller chercher ce que Marseille avait dans le ventre. Jouer avec le feu. 2 garçonnets qui disent que le sol est en lave, que le jet de l'arroseur automatique du jardin projette de l'acide. On jouait tout le temps, avec tout le monde. En 2019, ils font des émissions sur les ravages des rave parties. Qui n'existe plus d'ailleurs.
sur les dangers du binge drinking. À cette époque, on ne se posait absolument pas la question. On y allait, et de bon cœur. Et c'est grâce à ça que j'ai des souvenirs de jeunesse. C'est grâce à ça que je sais que j'ai réellement survécu à quelque chose. On buvait, on se droguait, pour perdre le contrôle de nous-mêmes. On se mettait à la merci de tout, des gens, de la route. Ça conduisait à des bagarres au cours Julien, à des troubles à l'ordre public, sur le boulevard Baille, racolage, exhibitionnisme, insultes à agents, à des rapports sexuels non consentis, à des accidents de voiture. On s'est mangé le bus 142, devant la crèche du Logis Neuf, en plein dans la face. Tony avait pris 6 opiclones. Il roulait en plein milieu de la route. Le conducteur de bus s'est dit, ils peuvent pas être aussi cons, ils vont bouger, ils tiennent à la vie. Paf! Tony a emporté le rétroviseur côté conducteur. Le rétroviseur a traversé l'habitacle, me rasant de près et éclatant 2 fenêtres. Tony n'a même pas ralenti une seule seconde. On a filé dans les bois. Et j'avais mal aux côtes tellement on riait. On ne se présentait jamais nos conquêtes. On se racontait tout, mais on ne voyait que nous deux quand on se voyait. Personne n'aurait pu faire une virée. Trop bête, trop dangereux. Nos mères, nos femmes nous disaient bien qu'on était débiles. Et on ne se voyait pas en journée. Plus on a vieilli, plus on s'est vu la nuit. Quand tout le monde dormait. On essayait de rassurer nos compagnes comme on pouvait en pressant le pas vers la porte. On revenait courbaturé et crade. Chanceux. Comme Marseille, Tony était détestable. Capable de demander qu'est-ce que c'est que cette merde quand on lui faisait un cadeau. Aussi irritant et insupportable que quand la box internet plante. On n'a même pas le courage de débrancher, rebrancher la prise. À la fin, on laisse cette putain de box faire sa vie, on reste sur les nerfs, mais résigné, comme devant Tony. Le mythe de l'internet qui fonctionne, c'est le même mythe que l'ambition. On le voit à la télévision, ça a l'air miraculeux, à portée de main, et une fois chez soi, ça plante. On ne peut rien faire. On pourrait jeter la box par la fenêtre, comme les Éthiopiens du square Labadier. Ils jettent tout par les fenêtres, la vaisselle, les meubles. Rue de Crimée, c'est encore pire, c'est une sorte de vide ordure à ciel ouvert, un toboggan à merde sans toboggan. Il aurait pu vivre longtemps. Mais comment l'empêcher de se fracasser à ce point? Il était rusé. Menteur. On a essayé de lui cacher ses doses, moi, sa femme. Il trouvait toujours un moyen de se fournir. Parfois, c'était moi qui le fournissais. C'est moi qui lui ai fait goûter ses premières pilules d'ecstasy en 2007. C'est avec moi qu'il a pris ses premières lignes sur le capot de sa 206, à la station essence du Red Lion, d'Aubagne, en 2008. À Marseille, en 2009, les émissions télé, les films et les orgies d'été nous disaient grosso modo que quand on voulait, on pouvait. Que la chance sourit toujours aux audacieux et qu'à la fin du film, après avoir courageusement bataillé, alors chacun aurait ce qu'il désire, sans travailler. Tony serait devenu Leonardo DiCaprio, un homme nébuleux, magouilleur, digne héritier de Bernard Tapie et Kerviel. Et il serait devenu producteur de porno au bord de sa piscine de whisky où rôdent des femmes nues et muettes. Et je lui aurais rendu visite. Pendant un moment, en 2009, je traînais avec des gars dégueulasses à La Ciotat. Une fille pas très belle nous avait conduits là.
dans un appartement minuscule près du port. Ça sentait la mauvaise bouffe et les bangs. Il y avait de la crasse partout. Et Tony. On a acheté des kebabs, et quand il avait le dos tourné, je crachais dans le sien. On se marrait bien. On prenait de la MDMA dans un appartement de vieux face à la mer et du sable partout. Ça s'est fini quand l'un des gars a voulu plonger de trop haut et qu'il s'est cassé la tête sur les rochers. On a regardé l'hélicoptère enlever le corps avec la civière gonflable et on est rentré après quelques semaines d'excès. Pendant toutes les années où j'ai étudié à Aix-en-Provence, il était là aussi. Il faisait les allers-retours par l'autoroute et il emmenait toujours un pack de 6. Il avait des manières, de la noblesse. S'il y a quelque chose que l'on pouvait dire à propos de Tony, c'est que c'était quelqu'un de loyal. Il plaçait l'amitié et la camaraderie au-dessus de toute chose. Au-dessus de l'amour, au-dessus de la loi, au-dessus de tout ce que l'on considère aujourd'hui. Tony n'aura vécu que pour chercher sa meute imaginaire. Il ne l'aura jamais trouvé. Lui et moi avons un problème de genre dans l'espace. Non pas dans notre corps, mais autour de lui. Nous sommes des rednecks, coincés dans des corps de sudistes. Nous étions en Provence et pourtant convaincus que c'était le Colorado des hallucinés. Nous cherchions à atteindre une sorte d'idéal à l'envers. Non pas diriger vers le haut la réussite, la carrière capitaliste, mais par le bas. Devenir glorieux en touchant le fond du panier. Bret Easton Ellis nous aura si bien fait croire que c'était possible. 2010, Aix-en-Provence. J'habitais seul, place des quarts d'heure, et je faisais mes propres expériences. J'ai fait tout ce que je jugeais bon de faire. Je pense bien que je n'ai pas eu la meilleure influence sur lui. On se dédie comme on peut. Il n'était pas migrant, pas réfugié, n'avait connu aucune guerre, aucun régime répressif, rien. Rien qu'une merde de petits Français plein de gâteries et de certitudes comme moi. Un jeune homme plein de sa grande vérité pure et unique, plein de sa conviction charnelle de réussite. Aujourd'hui, il est mort. Il rêvait d'être américain, il rêvait d'être Tahar Rahim, autant que je rêvais d'être Nicolas Duvauchel. C'était notre seul drame, rien qui mérite de se plaindre. Il est mort. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose. J'ai essayé, mais sa blessure était trop profonde. Il a essayé, sorte de dernier sursaut, d'intégrer la même école d'art que moi en 2010. Il voulait venir s'installer à Aix et on aurait été en colloque et tout le baratin habituel. Ce jour-là, l'audition a duré 12 heures. Une demi-journée à défendre son bout de gras devant des gens que nous reconnaissons encore comme des maîtres. Il a tout donné. Je l'ai vu. Oh! Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par le soleil d'York. Il a vraiment fait de son mieux. Vraiment. J'ai tout donné. J'ai été pris. Pas lui. Nous avions déjà raté nos études ensemble. Ça ne l'atteignait pas plus que ça. Ce jour-là, il était dévasté. Il s'était donné infiniment plus de mal que moi pour séduire, se faire aimer, se dévoiler. Et rien. Ils ont engagé des jeunes filles laides qui très vite ont boudé le privilège qu'elles venaient de se voir accorder. Ils ont engagé des faibles, des vicieux, moi. Tout aussi fracassé. Et lui, nada. Au cours de l'année, je suis allée voir le maître et je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas voulu de mon pote. Le maître a dit que c'était parce qu'il avait de trop grandes lacunes techniques, ce qui était vrai, et d'autres raisons très spécifiques aux écoles d'art. Je lui en ai voulu très longtemps, jusqu'à ce que récemment je comprenne qu'un maître n'est pas un sauveur. Le maître a vu la détresse de Tony, mais il n'est que professeur. J'avais tellement envie que quelqu'un lui vienne en aide, que j'ai reporté ça sur lui. La vie m'a appris ça. Être une star. C'était notre seule ambition. Pas danseur, pas violoncelliste, non, juste star.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Star. La même réponse de 4 à 29 ans. Être reconnu, salué, admiré, envié. Toute une idéologie à laquelle je suis en train de désadhérer grâce à la mort de Tony. Une idéologie pas très bienveillante. Un marchand de sable télévisuel. Tu t'en craches une belle de pelletée dans la gueule, dans les yeux. Tu t'endors. Et qu'est-ce que tu veux faire alors, quand tu seras grand? Mais faites un dessin de ce que vous voudrez faire quand vous serez grand. Pour reprendre Coluche, moi je veux niquer des gonzesses quand je serai grand. Ça aussi, il faut que je te fasse un dessin? Par pure arrogance, j'ai tout fait pour mourir avant ce fatal jour de devenir grand. J'ai raté ça aussi. Et je suis un peu là, planté, à brasser de l'air. Ça aussi, je le mets un peu sous le tapis, en me disant, mais non, t'inquiète, regarde la chance que tu as. Jusqu'à ce que je revienne ici, dans 10 ans, encore plus ridicule encore dans ma crise de la quarantaine, où l'échec m'aura sacré roi. C'est bon d'avoir un passé dont on est fier pour affronter le présent et l'avenir. C'est bon d'avoir été le héros de son propre biopic, de pouvoir se dire « je l'ai fait ». Parce que là, maintenant, je ne me verrai plus remettre ces tenues provocantes et avaler tous ces produits. Non, maintenant, j'ai peur de mourir. En 2010, j'étais plein d'espoir et ravi de me prostituer. Tony et moi, on a fini pareil, en pelle à merde des bourgeois. Au sommet des collines, perdus dans l'arrière-pays provençal, on réfléchissait aux gens qui gagnent leur vie sans la mériter, aux gens qui méritent leur vie, aux gens qui mendient leur vie. On était très philosophes entre 2 rendez-vous à la CAF. Trois. À votre bon cœur. D'invocation nous mènerait très loin. On a rêvé très longtemps, et puis l'inscription à Pôle emploi nous a vite réveillés. Moi, le premier, lui ne s'en est jamais remis. Un homme se sert de l'expérience d'un autre homme pour continuer sa vie. Il l'observe, il lui rend hommage, il protège sa mémoire. Ça n'a rien de concret, mais j'aime que l'humanité soit capable de faire de telles choses. J'ai une tendresse en cœur pour les bouteilles à la mer. Dans cette histoire, il y a ma jeunesse, toute ma rébellion. Souvenons-nous de nos rébellions de vingtenaires, quand on jouait aux adultes, quand on découvrait encore
pour faire du chantage à sa copine. Il a dû y aller trop fort et hop, encore un Pékin moyen en moins. Je ne veux pas que ça arrive à mon fils. Je ne laisserai pas ça arriver 2 fois. C'est ma façon d'aider. Dans cet océan de complaintes sur les gens perdus en mer ou sans papier, je jette un palangre marqué Tony de Marseille. Si quelqu'un veut y réfléchir à votre bon cœur. Merci d'être venu pour cette première présentation après 4 jours de travail. Et on espère que vous aurez envie de suivre le travail, l'avancement du projet. Voilà, c'est un travail aussi où on va dans des retranchements dans lesquels on ne va pas d'habitude. On tente des choses qu'on ne fait pas d'habitude et voilà, on est content de pouvoir expérimenter. Et voilà, donc si jamais vous avez des... Enfin, nous, on est toujours contents d'avoir des retours pour faire avancer le travail et avoir une idée de... Enfin voilà. Si vous avez envie qu'on tape pas,